Un peu moins de 8 millions d'habitants, 237 000 km², soit la taille de la Roumanie environ. Un pays sans accès à la mer, forestier, montagneux, figé au beau milieu de l'Asie du Sud-Est. Le Laos semble isolé, fragile, sans réelle opportunité économique, et pourtant, la Chine, son géant voisin au nord, investit massivement dans ce petit pays. Alors massivement par rapport aux capacités du Laos bien sûr. Mais pourquoi la Chine s'y intéresse? Alors une des raisons qui pousse la Chine à s'intéresser au Laos, c'est la géographie de la région. Si vous regardez la carte et qu'on y ajoute les routes maritimes, il y a une chose qui saute aux yeux. Pour exporter ses produits vers l'ouest, la Chine doit passer par la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca. Mais ça pose problème parce que la mer de Chine méridionale, c'est une zone de tension. La Chine en revendique la quasi-totalité et édite des cartes comprenant cette fameuse ligne à 9 traits qui représenterait les eaux sur lesquelles elle devrait, selon elle, exercer sa souveraineté. Et vous le voyez, c'est assez gourmand. Et bien sûr, les autres pays riverains ne sont pas du tout d'accord. Quant au détroit de Malacca, c'est un goulot d'étranglement dans le commerce maritime de la région. Il peut y avoir des activités de piraterie et surtout, en cas de conflit ou tension majeure, le commerce maritime passant par là peut être impacté. Donc la Chine cherche à contourner ces zones et pour les contourner, une des solutions, c'est de passer par les terres et donc, entre autres, par le Laos. Donc vous commencez à le comprendre, ici on ne va pas parler seulement du Laos, mais en réalité des relations de la Chine avec l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. On va voir quels sont ses intérêts dans la région, et on va vite se rendre compte qu'il ne se résume pas à juste éviter la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca. C'est bien plus profond que ça. Alors la Chine, ce qu'elle souhaite, elle, c'est prospérer économiquement. Par cette prospérité économique, elle espère également étendre son influence politique, et ainsi consolider sa position de puissance dominante, puissance régionale ici dans le contexte de l'Asie du Sud-Est, mais également mondiale. Et pour accéder à cette puissance économique, elle doit jouer avec plusieurs leviers. Accès aux ressources énergétiques, aux matières premières, aux ressources productives, donc les usines, etc., qui ne se situent plus seulement à l'intérieur du pays d'ailleurs, et elle doit à la fin pouvoir exporter ses produits et stabiliser ses routes commerciales. Et l'Asie du Sud-Est joue un rôle majeur dans tout ce processus. Mais il y a un processus de production bien plus simple, naturel et artisanal, c'est celui d'Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Holzkern, c'est une entreprise autrichienne fondée en 2016 qui propose des produits qui vont vous reconnecter au réel grâce à des matériaux naturels. Vous allez trouver dans leur catalogue des bijoux, des lunettes de soleil ou encore des sacs à main pour femmes et hommes en bois, métal ou pierres semi-précieuses, entre autres. Mais aussi des matériaux bien plus atypiques. Par exemple, le fond de cette montre, c'est une feuille de peuplier séchée, affinée et colorée à la main. Et je trouve que ça lui donne vraiment une texture particulière et ça rend chaque modèle unique, évidemment. Et les produits sont fabriqués avec minutie et en petite quantité, et c'est ça qui garantit leur qualité et leur unicité. Alors pour ma part, j'avais déjà un bracelet et une montre avec un fond en marbre bleu que vous voyez là. Ça fait environ 1 an que je les ai et ils n'ont pas bougé, donc franchement la qualité est au rendez-vous. Et récemment, j'ai reçu ces paires de lunettes de soleil et un joli bracelet. Et d'ailleurs, celui-là, il fera un beau cadeau pour Noël. Donc montre, collier, bracelet, lunettes de soleil, sac à main, et j'en oublie. Le catalogue est fourni et Noël approche, donc si vous cherchez des idées pour faire un joli cadeau, c'est le moment d'aller faire un tour sur le site d'Holzkern. La livraison est gratuite et elle se fait en 2 à 5 jours depuis Vienne. Et ensuite, vous avez 24 jours pour faire un retour si jamais vous n'êtes finalement pas convaincu. Donc vous prenez aucun risque. Et surtout, en ce moment, vous avez jusqu'à 30% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous ou à vos proches d'ailleurs, en utilisant le lien qui se trouve en description de la vidéo. Ah oui, et c'est aussi le meilleur moyen de soutenir mon travail. Donc merci si vous le faites. Et maintenant, on peut retourner à la vidéo. Alors du coup, on va s'intéresser à toute la région, mais on va commencer par le Laos. Donc je disais que la Chine investit beaucoup dans le pays, et le projet vraiment phare, c'est une ligne de train à grande vitesse qui part de Kunming en Chine, qui passe par Botan et qui aujourd'hui rejoint déjà la capitale, Vientiane. Et le but à terme, c'est d'aller jusqu'à Singapour et donc de traverser la Thaïlande et la Malaisie également. Et par la même occasion, relier les côtes ouest de ces pays. Alors, il y a déjà des lignes de train en service, mais je précise bien qu'ici, le projet, c'est un train à grande vitesse. Et tout ça fait partie de la fameuse Belt and Road Initiative, ou BRI, lancée par Xi Jinping en 2014 pour créer un réseau de routes commerciales maritimes et terrestres. Le but, c'est de faciliter le transport de personnes et de marchandises, et dans le cas de cette ligne de train, on le voit, elle traversera 4 pays, c'est presque 3000 km, donc vous connectez des régions industrielles et agricoles entières, et vous accédez à l'océan de l'autre côté du détroit de Malacca. Et si jamais vous vous posiez la question, oui, il y a aussi des projets pour passer par le Myanmar, mais le pays connaît actuellement une guerre civile, donc les projets sont un peu à l'arrêt. Et si vous voulez en savoir plus sur le conflit en cours et les conséquences sur les stratégies régionales chinoises, j'ai fait une vidéo dessus. Au Laos, la Chine a également investi dans des barrages car le pays a une grande capacité hydroélectrique
Et des zones économiques spéciales ont aussi été créées pour les entreprises chinoises dans le nord du pays. Et là, l'intérêt pour le Laos, évidemment, c'est que la politique chinoise lui permet de développer ses infrastructures. Son but, c'est de sortir de son enclavement et de devenir un lien, un point de passage entre la Chine et les autres pays de la région. Alors maintenant, le piège pour le Laos, c'est aussi de se retrouver dépendant de la Chine. En 2020, la Chine possédait la moitié de la dette extérieure laotienne. Alors tout ce que je vous dis là est aussi valable pour d'autres pays, car la BRI s'étend à l'ensemble de la région. On peut donc citer également le Cambodge, où pareil, la Chine investit dans les infrastructures, routes, barrages, aéroports, bâtiments publics, et ça a permis de connecter la capitale aux zones rurales du pays. Elle offre aussi des taux attractifs, et elle a financé la modernisation de la base navale RIM, qu'elle peut utiliser aussi, et qui lui offre donc une présence militaire dans les eaux profondes du golfe de Thaïlande. Le Cambodge bénéficie aussi de formation pour sa police, et dans le cadre de son service civique de la part de la Chine. Alors globalement, le Cambodge, comme le Laos d'ailleurs, et la junte toujours au pouvoir au Myanmar, sont les États de la région qui sont les plus alignés politiquement sur la Chine. Donc la Chine a intérêt à les choyer et à faire en sorte que les régimes ne changent pas. Ensuite, l'autre grand pays du coin, c'est la Thaïlande. Ici, les relations avec la Chine sont un peu différentes. La Thaïlande tient à son indépendance, elle se méfie du piège de la dette chinoise et ne souhaite pas tomber dedans, comme ça peut être le cas du Laos par exemple. Elle tient à ce que les projets que la Chine veut financer soient de qualité et elle est tatillonne sur les modalités de réalisation. Par exemple, après des négociations, la Thaïlande a choisi de financer elle-même le tronçon de la ligne à grande vitesse dont je parlais et qui va passer sur son territoire. Alors ça ne veut pas dire que les relations entre la Thaïlande et la Chine sont mauvaises. La Thaïlande accueille favorablement les investissements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et par ailleurs, la Thaïlande a connu un coup d'État en 2014 lorsque la junte a destitué le Premier ministre. Et à l'époque, la Chine n'a pas interféré dans ses affaires internes, ce qu'ont apprécié évidemment les nouveaux maîtres de Bangkok. Plus au sud, en Malaisie, les investissements chinois sont très bien accueillis. On y trouve donc aussi cette ligne ferroviaire à grande vitesse qui ira jusqu'à Singapour. Et la Chine investit aussi dans les secteurs industriels et manufacturiers, dans l'acier, dans les énergies renouvelables, dans l'automobile. Mais le volume d'opportunités pour les gros projets va diminuer puisque la Malaisie tente à prioriser les projets de moins grande envergure, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et le digital. Donc il va falloir que les deux pays trouvent un terrain d'entente pour maintenir les investissements. À côté de ça, même s'il y a une volonté de rapprochement avec la Chine, la population reste méfiante et on peut y trouver deux raisons principales. Le traitement des populations musulmanes ouïghours dans le Xinjiang chinois, l'islam étant la religion majoritaire en Malaisie, donc il y a une sorte de solidarité cultuelle avec les Ouïghours, et le comportement impérialiste de la Chine en mer de Chine méridionale. Ça donne une mauvaise image de la Chine, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver également au Vietnam, mais aussi aux Philippines. Le Vietnam, de son côté, est dans une position particulière, un peu comme la Thaïlande. Officiellement, il accueille favorablement les projets de la BRI, mais il est tatillon sur la qualité des projets chinois menés sur son territoire, et il surveille la part de sa dette détenue par la Chine pour ne pas tomber dans le piège de la dette. Ensuite, il y a quand même une proximité idéologique avec la Chine du fait de l'origine communiste de leur régime, mais il y a ce contentieux en mer de Chine méridionale où les deux pays ont des revendications qui se chevauchent, et ça c'est quelque chose qui vient ajouter de la méfiance de la part des Vietnamiens. Je vous donne une petite anecdote, des officiers vietnamiens à la frontière ont refusé de tamponner des passeports chinois sur lesquels était affichée la fameuse ligne à 9 traits, qui englobe la mer de Chine méridionale. Ça montre que c'est un sujet qui peut toucher les sphères profondes de la société. Alors pour autant, la Chine reste un partenaire économique de premier plan pour le Vietnam. Elle joue notamment un rôle essentiel dans les secteurs de l'agriculture et de la manufacture. Et ensuite, on a les pays insulaires, les Philippines et l'Indonésie. Alors les Philippines, c'est le pays qui a les moins bonnes relations avec la Chine. C'est très tendu et c'est dû aux événements en mer de Chine méridionale. Durant la présidence de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, quelques projets ont été lancés dans le cadre de la BRI. Un projet d'irrigation à partir de la rivière Chico, un barrage, des projets dans le secteur des télécoms, mais depuis l'arrivée à la présidence de Bongbong Marcos, un coup de frein a été mis. Il a par exemple annulé 3 projets de lignes ferroviaires. Et du côté de l'Indonésie, il y a eu quelques investissements aussi, par exemple une ligne de train entre Jakarta et Bandung, mais la Chine est surtout intéressée par les ressources minières du pays. J'ai fait une vidéo spécifique sur la place de l'Indonésie dans la région, et c'était hyper intéressant, donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets en fiche en haut à droite de l'écran. Alors vous l'avez vu, jusqu'ici on parle essentiellement de grands projets d'infrastructure dans le cadre de la Belt and Road, qui coûtent cher, qui mettent du temps à se mettre en place, puis à être réalisés, et le but pour la Chine c'est de faire de l'Asie du Sud-Est un maillon de ses chaînes de production et un marché où elle peut exporter ses biens. Et on le voit avec les chiffres. L'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, zone de libre-échange que vous voyez sur la carte, est le premier partenaire commercial de la Chine. Et inversement, la Chine est le premier de l'ASEAN. Et vous voyez maintenant sur ce graphique que les pays de l'ASEAN représentent un peu plus de 16% de la valeur des échanges de la Chine, devant l'Union européenne et les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête. En revanche, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'investissement direct à l'étranger, ce sont les États-Unis puis l'Europe qui arrivent en première position.
Sauf qu'ici, il faut un peu nuancer, parce que ça prend en compte tous les types d'investissements. Et les Occidentaux vont surtout investir dans les secteurs de la finance et de l'assurance, et c'est ceux qui arrivent en tête quand on regarde les investissements par secteur, vous le voyez ici. Ils sont suivis de la manufacture, puis du commerce de gros, infrastructures, transports et services publics, etc. Alors que sur ce graphique, on va maintenant prendre les investissements, mais seulement dans le secteur de la manufacture. Et bien là, c'est la Chine qu'on va retrouver en première position depuis 2023. Et maintenant, à l'intérieur de la catégorie manufacture, vous avez la part en milliards de dollars des différents sous-secteurs dans lesquels la Chine injecte des investissements directs à l'étranger. Alors je précise que les données que vous voyez là tout de suite, c'est que pour les nouveaux projets dans lesquels il y a un investissement chinois dès le départ. On retrouve surtout l'automobile, en forte augmentation depuis 2021, puis les télécoms et l'électronique. Le secteur des énergies renouvelables perdant de la vitesse en 2024. Donc c'est cohérent avec tout ce qu'on voit depuis le début. La Chine investit en Asie du Sud-Est dans des secteurs qu'elle peut intégrer à son économie, à son industrie. Autre point intéressant, vous voyez ici un classement de nos pays en fonction d'un index représentant l'ouverture du pays aux investissements étrangers. Plus le score est haut, moins le pays est ouvert. On le voit, l'Indonésie et les Philippines sont moins ouverts que les autres, tandis que Singapour ou le Cambodge le sont beaucoup plus. Alors la coopération Chine-ASEAN s'inscrit aussi dans des traités internationaux. On peut citer le ASEAN-China Free Trade Area ou ACFTA. C'est une zone de libre-échange entre la Chine et les pays membres de l'ASEAN. Alors il faut savoir que ce n'est pas une relation privilégiée de la Chine avec l'ASEAN, puisque l'ASEAN a signé d'autres traités de ce type, avec par exemple le Japon, l'Inde, la Corée du Sud ou encore l'Australie. Et par ailleurs, il y a un autre traité qui, pour l'ASEAN, a vocation à harmoniser un peu les règles de commerce et d'échange avec les pays avec lesquels l'ASEAN a déjà signé des traités. C'est le RCEP, le Partenariat économique régional global, entré en vigueur en 2022. Il comprend les membres de l'ASEAN, à l'exception du Timor-Leste, plus le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine. Et c'est aussi globalement un traité de libre-échange. Alors vous me direz, mais du coup, à quoi sert le ACFTA signé juste entre la Chine et l'ASEAN si on a un traité plus global signé avec tout le monde ? Eh ben, ça permet à la Chine d'avoir des échanges en direct avec l'ASEAN, sans avoir dans la discussion le contrepoids de pays qui seraient sur la ligne occidentale. Et ça permet d'évoquer les projets de la BRI spécifiquement. En gros, c'est toujours bien d'avoir un forum où vous pouvez discuter et négocier uniquement avec le partenaire ciblé. Donc tout ça finalement montre la volonté de créer un environnement propice au commerce, que ce soit du côté de la Chine ou du côté de l'ASEAN d'ailleurs. Et pour appuyer encore un peu plus ce point, on peut aussi parler de la petite tournée asiatique qu'a effectuée Xi Jinping à l'automne 2025. Il s'est rendu au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. Au Vietnam, il a notamment signé 45 documents de coopération bilatérale portant notamment sur l'IA, le commerce agricole et la culture. Et à propos de l'Asie du Sud-Est, Xi Jinping a l'habitude de rappeler qu'elle et la Chine forment ce qu'il appelle la grande famille asiatique, qui entretiendrait des liens privilégiés, notamment en raison d'une culture asiatique commune. Famille asiatique où elle aurait évidemment un peu le rôle de chef de famille. Et ce positionnement est aussi fait pour se mettre en opposition à l'Occident, de cultures plus différentes et surtout anciens colonisateurs. Et de plus, Xi a effectué sa visite alors que les États-Unis de Trump augmentaient ses tarifs douaniers tous azimuts. Xi a donc voulu se positionner comme le partenaire un peu stable et pragmatique à ce moment-là. Ensuite, concernant la rivalité sino-américaine, les pays de l'ASEAN qui ne sont pas complètement alignés sur la Chine souhaitent préserver un certain équilibre dans leurs relations avec ces deux puissances mondiales. En fait, les opportunités économiques qu'offre la Chine sont les bienvenues, mais pour autant, personne ne veut tomber sous influence chinoise. Et c'est pour ça que beaucoup s'appuient sur les États-Unis, notamment sur les volets stratégiques et sécuritaires. Alors évidemment, sur ce sujet, le premier pays qu'on peut citer, ce sont les Philippines. 4 nouveaux sites militaires ont été ouverts pour les États-Unis depuis le début de la présidence de Marcos, vous les voyez sur la carte. On peut aussi citer les exercices militaires conjoints avec les États-Unis, les exercices Balikatan en avril 2025 avec les Philippines, les Super Garuda Shield en août avec l'Indonésie, ou encore Cobra Gold avec la Thaïlande. Ce sont juste quelques exemples. Alors la Chine aussi réalise des exercices militaires avec les pays d'Asie du Sud-Est, mais ils sont parfois jugés plus symboliques que dans une vraie démarche d'entraînement et d'efficacité. Donc vous le voyez, comme d'habitude, tout le monde essaye de jouer son jeu. La Chine, de son côté, souhaite construire une influence politique à partir d'une influence économique, et pour créer un leadership, elle doit investir massivement, mais aussi créer une relation de confiance. Mais ses actions en mer de Chine du Sud lui donnent une image de puissance hégémonique, ce qui inquiète les pays de l'ASEAN. Et du côté des pays de l'ASEAN, donc hors ceux qui s'alignent clairement sur la Chine, globalement, l'intérêt, c'est de profiter des investissements chinois sans tomber sous son influence, que ce soit politique ou financière via le piège de la dette. Donc pour ça, il faut rester prudent et afficher une neutralité dans la rivalité sino-américaine en se laissant courtiser par les deux puissances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, aidez-moi à la mettre en avant en la likant, en la partageant ou en la boostant aussi. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube que vous verrez si vous likez la vidéo. Un bon moyen de me soutenir, c'est aussi d'aller faire un tour sur le site de Allscairn. Pensez-y pour Noël, ça peut être pas mal. Et merci encore à tous les tipeurs qui participent au projet. Vous pouvez les rejoindre, vous trouverez le lien en description. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!